marche? Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être venus, si nombreux. On va écouter ce soir 4 lectures de Ça ne gâche rien, qui est mon premier livre, qui est un recueil de transcriptions d'une émission de télé qui s'appelait La cuisine des mousquetaires, qui était animée par Micheline et Maïté dans les années 80-90. Et j'en ai ôté les indications de dialogue, donc ça devient une sorte de monologue. J'ai pas fait que ça, mais j'ai beaucoup travaillé, mais ça se voit pas trop. Et donc on va les écouter par ces 4 personnes ici présentes que je vais présenter maintenant. David Val. David Val m'a été présenté par des amis qui me sont chers et il est devenu lui-même un ami qui m'est cher. David est auteur. Je l'ai entendu ici même lire des extraits de son livre La vie profonde. D'ailleurs, David ne lit pas, David raconte. Et j'ai eu envie de l'entendre raconter le chapon. Le chapon farci au foie gras. Voilà, il est aussi homme de scène, la preuve. Deuxième lectrice ce soir. Comment t'appelles-tu? Alix Turnheim. Et tu as quel âge? 12 ans. 12 ans, oui. Et elle est où, ta maman? Elle est là. C'est elle. Absolument. Donc, Alix est ma fille aînée. Un soir, à la maison, je voulais me chronométrer pour avoir une estimation du temps qu'allait prendre la lecture d'un texte. Et elle avait l'air de s'ennuyer, donc je lui ai proposé de le faire. Et c'était tellement bien que il n'y a pas de raison que je sois la seule à en profiter. Merci d'être là, Alix. Barbara et Thomas, je vous présente en binôme. Puisque c'est Thomas qui m'a suggéré de proposer cette lecture à Barbara et j'étais enchantée qu'elle l'accepte. Vous êtes musiciens tous les deux, donc vous écrivez, vous composez, vous interprétez. Barbara a aussi écrit un livre qui est sorti cette année, un recueil de nouvelles. Thomas est aussi comédien, par hasard un peu. On peut dire un peu que vous êtes des artistes touche à tout, non? Vous êtes très très chatou ce soir. C'est bon? Vous êtes prêts? David? Maïté? Nous avons une bien belle bête devant nous. C'est un chapon? C'est un beau chapon. Et qu'allons-nous faire avec ce chapon? Eh bien, on va faire un chapon, cuit à la broche et farci au foie gras. Alors, que nous faudra-t-il? C'est la question traditionnelle. Pour faire un chapon farci au foie gras et cuit à la broche, il nous faut pas mal de choses. C'est-à-dire de l'armagnac, du jambon, du bon jambon, un joli foie gras, de canard ou d'oie. Nous, on le fait avec du foie de canard parce que, bon, moi, j'ai pas d'oie. Après, il faut de l'oignon, de l'ail, il faut de l'échalote, de la graisse, du beurre. Il faut pas mal de petites choses pour l'accompagnement du chapon. On y reviendra. D'abord, le chapon. Tout le monde connaît le nom. On en parle beaucoup dans les livres. Alexandre Dumas parle tout le temps du chapon, mais quelle est la différence en fait entre un chapon et un poulet? Ah, ça, c'est une histoire. Un chapon, c'est un gros poulet qu'on châtre à la naissance. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait exactement? Bah, écoutez-moi, je vais vous le dire comme je le dis. On lui enlève les cocoilles. Les cocoilles, voilà, c'est tout bonnement ça. On le châtre, c'est très douloureux, ça fait très mal, mais ça fait devenir une belle bête telle que c'est. Et alors, on le fait à quel âge? Tout petit, tout petit, tout petit. Ah oui, bah alors ils ne se rendent pas trop compte que ça leur fait mal. Non, ça pique un peu. Alors, pour l'accompagner tout à l'heure, nous ferons, vous m'avez dit, des pommes dauphines. Des pommes dauphines, on en trouve partout dans les supermarchés, mais nous allons les faire réellement comme il faut les faire. Voilà. On commence par la farce. J'ai pris un peu d'avance. Là, j'ai déjà mis de l'oignon, un petit peu d'échalote. Il faut peut-être que vous me donniez un peu plus de jambon. Il y en avait déjà, mais il faut peut-être en mettre un peu plus.
Oui, le jambon ne gâche rien. Ensuite, je crois que vous m'aviez dit qu'il fallait mettre à chauffer de la graisse. Oui, je vais mettre la graisse à chauffer pendant ce temps, dans la poêle. Et après, on va la faire revenir un tout petit peu, cette farce. Et je me demande si je me souviens pas que vous m'aviez dit que la farce, vous lui mettiez quelque chose en plus, de l'armagnac. Pour lui donner bon goût, hein? Je me trompe ou pas, là? Alors, vous pouvez y aller. On va y mettre notre soupçon d'armagnac. On peut en mettre. Ah, je me méfie quand vous dites on peut en mettre parce que ça va être un soupçon, un gros soupçon. Ça ne gâche rien. Et tout ça, on le met immédiatement à revenir. Voilà. Et moi, je vais couper mon foie gras en dés. Très bien, allez-y. Et moi, pendant ce temps, je surveille pour que ça revienne et que ça ne brûle pas. Et alors, vous mettez le foie cru, dans la farce chaude, dans la farce chaude. Et alors, quand on a la chance, mais nous ne l'avons pas, d'avoir même ne serait-ce que des brisures de truffes, ça ne gâche rien. On met ça dans la farce, je vous assure, ça donne un gentil petit parfum aussi. Alors, on n'a pas à vider notre chapon, on va le faire très bien. Et on va le remplir de notre bonne farce. Et après, on va coudre. Ah, très soigneusement, vous faites ça. Faut toujours s'appliquer quand on fait quelque chose. Par quel bout vous allez l'embrocher? On va d'abord lui couper la tête. Ah oui. Et voilà. Eh bien, on va l'embrocher, voilà la broche. Ah, par le derrière, toujours, ça passe tout seul. On va bien serrer, bien visser. On a l'impression qu'on est encore au temps des mousquetaires. Et voilà, on va le saler et le poivrer. Et ne regrettez pas avec le sel et le poivre. On ne regrette jamais rien. Non, il ne faut pas le regretter. On me dit toujours, j'en mets trop. Mais non, il faut ce qu'il faut quand même, il faut ce qu'il faut. Et voilà, on n'a plus que le plus important à faire. Vous allez le mettre sur la broche. Oui, ça c'est le plus dur. Parce qu'il faut que je me trouve le petit trou. Oh, bravo, ça y est. On va mettre la lèche frite dessous pour récupérer le jus. Et puis le petit engrenage qui est dans cette machine va le faire tourner bien gentiment, bien tranquillement. Faut compter combien de temps pour un beau chapon comme ça? Bien plus d'une heure. Ah ouais, alors avec un si long temps de cuisson, je crois qu'on va avoir largement le temps de préparer l'accompagnement. C'est-à-dire... des pommes dauphines. Des pommes dauphines, bien sûr. Et comment les fait-on? C'est pas difficile. Il faut tout d'abord mettre un demi-litre d'eau à chauffer, du poivre bien entendu, du sel, voilà. On va mettre là-dedans 125 grammes de beurre, l'équivalent d'une petite plaque, une petite plaque de beurre. Quand le beurre est fondu, ça va aller très vite, on y jette dedans 300 grammes de farine, ça va faire d'horribles grumeaux, non, pas du tout, non, pas du tout. En les jetant dans l'eau bouillante, oui, vous allez voir, pas du tout. C'est comme la pâte à choux, c'est la pâte à choux, seulement elle est salée et poivrée, c'est tout, il n'y a pas de miracle, voilà, on y met notre farine. D'un seul coup, ça fait peur les grumeaux. Et c'est là qu'il faut être énergique un petit peu. Ah oui, il faut avoir de bons bras et bien tourner. Alors, hors du feu, vous ajoutez les œufs, vous me les cassez. Et on remue 2 par 2. Quand cette base de pâte à choux est terminée, vous ajoutez des pommes de terre. Je vous enlève les yeux, vous ne les aimez pas, je sais. Pendant ce temps, on entend des petits grésillements derrière nous qui ne sont pas antipathiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre chapon qui continue à cuire. Il va commencer à prendre une jolie couleur. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez mélanger ça. Je vais l'étouiller. L'étouiller? Moi, je parle à ma façon. Oui, bien sûr, c'est gascon, ça. Exactement. Voilà, on les mélange délicatement pour ne pas affaisser la pâte à choux et on va s'approcher de notre huile qui est en train de chauffer. Alors l'huile, il faut qu'elle soit chaude, mais pas fumante, brûlante. Là, je crois qu'elle frissonne un petit peu. Elle est comme il faut. Oui, parce qu'il va falloir, j'imagine que ça gonfle, cette affaire-là. Il faut que ça gonfle, oui. Et vous faites des petites pommes dauphines. N'essayez pas de faire des grosses boules parce que vous n'y gagnerez pas. Elles seront énormes, elles seront pleines, elles seront pas bonnes. Il faut les faire petites. Alors ça, c'est une astuce que je ne connaissais pas. Et vous allez voir comment elles vont être belles, dorées et jolies. Regardez, elles commencent à rire toutes seules là. Les pommes dauphines sont terminées. Elles sont belles et rissolées, toutes légères et toutes gonflées. C'est ça qui est bon. Bien sûr, bien sûr. Comme des choux à la crème, mais avec un petit goût de pommes de terre, délicieux. Et il faudrait peut-être
D'ailleurs, qu'on aille voir ce que devient le chapon pendant ce temps-là, parce qu'il tourne, il tourne. Oh, Maïté! Qu'il est beau, ce chapon, maintenant! Il est très joli, il a une couleur extraordinaire, il est tout à fait prêt. Non, on va le finir au cocuron maintenant. C'est-à-dire, alors on va prendre notre petit cocuron, on va y mettre notre gras de jambon. Oh, ça flambe, et regardez le jus qui coule. Ça va bien arroser notre chapon qui continue à tourner tout tranquillement. Ça va bien l'arroser, ça va lui donner le goût du jambon. Regardez ça, cette peau croustillante. Et puis, c'est pas dégueulasse comme on dit. Si vous voulez essayer, FR3 Aquitaine publie désormais les recettes de la cuisine des mousquetaires en cassette vidéo. Quant à nous, Maïté, vous m'avez dit qu'on allait préparer pour ce soir un repas d'amoureux. Oui, un repas d'amoureux. Ça vous arrive souvent d'en faire? Non. Non? Faut rêver un peu. Chérie, c'est pour toi. Faut rêver que vous allez préparer un repas d'amoureux pour Pierrot, pour Patrice, pour Jean-Marie. On ne sait pas. Un joli repas. C'est pas pour rien que vous avez mis des bougies. Oui, c'est pour une lumière tamisée. Alors pour faire la fête, qu'est-ce que vous allez leur donner? Très simple, parce qu'il faut pas s'éterniser. Faut pas perdre de temps, on a d'autres choses à faire. Un repas au champagne? Ah oui, ah bah bien sûr. On va faire un repas au champagne. Alors, nous nous imaginons aujourd'hui que c'est pas vous, mais que c'est une ravissante fille, un homme superbe, enfin, qui n'ont pas encore notre âge. Et ni l'un ni l'autre ne sait très bien faire la cuisine. Qu'est-ce qu'il leur faudra pour ce repas d'amoureux? Il leur faudra du champagne, ça va de soi. Il leur faudra de l'Armagnac. Après, il leur faut du Porto. Il leur faut des verres. Il leur faut du gruyère, c'est simple quand même. De l'oignon, c'est simple aussi, tout le monde en a. Tout le monde a un petit oignon dans la maison. Des œufs, pas compliqué non plus. Une poire, le fruit. Du chocolat, une petite gourmandise. Du sucre, bien entendu. Du pain. Vous voyez, c'est très simple. Bon, alors dites-moi le programme. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on va faire une gratinée au champagne. Simple, pas difficile. Des œufs pochés au champagne, des poires Belle Hélène. C'est facile, mais au champagne. Et voilà. Et pour commencer donc, nous allons préparer la gratinée. Oh, les beaux oignons qui sont bien dorés, comme du caramel. Il faut les faire blondir tout doucement. Maintenant, je vais mettre mon bouillon. Vous allez les arroser avec du bon bouillon qu'on avait préparé à l'avance. Un bon bouillon, avec 3 viandes et des légumes. Bœuf, veau et un peu de porc aussi. Le dîner de la séduction. Et maintenant, je vais ajouter mon champagne, puisque c'est dîner au champagne. Ah, vous en mettez pas mal, hein? Salé, poivré un petit peu. Je croyais que le poivre rendait amoureux. Bien sûr, vous vous en souvenez. Elle est coquine, cette Micheline. Ça ne s'oublie pas. Là-dessus, il faut que ça mijote combien de temps? On va laisser une demi-heure. Ça va nous laisser le temps peut-être de nous occuper de nos œufs pochés au champagne. Alors là, c'est très facile. Vous mettez une casserole sur le feu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous y mettez du champagne dedans pour les œufs pochés au champagne. Il faut qu'ils trempent dedans, donc il en faut pas loin d'un demi-litre. Oui, il en faut pas mal, un peu plus. Hop, voilà. Il faut attendre que son champagne soit bien chaud. Il faut le laisser frémir, mais pas bouillir. Alors vous prenez une louche, vous huilez la louche, vous trempez les 2 doigts, voilà. Il faut huiler un petit peu. Alors Micheline va me la tenir, cette belle louche. On y met délicatement un œuf, on casse l'œuf dans la louche. Pour Dieu que je le crève pas. Voilà, c'est parfait. Voilà, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Ça devrait aller. On va casser le second, puisque nous savons très bien que nous faisons un dîner à 2. Il ne faut pas rehuiler 2 fois la louche, parce que ce serait gras. N'allez pas vous charger l'estomac, les amoureux, là, qu'on ait pas mal à l'estomac. Numéro 2, même opération. On met l'œuf gentiment. On baisse le feu, parce qu'il ne faut pas que ça bouille. Voilà, que ça frissonne. Si on veut le jaune très moelleux, 3 minutes. Si on l'aime un peu plus ferme, 3 minutes 30. Les petits chéris, vous faites un baiser de 3 minutes, vous avez vos œufs coq cuits. Alors, allez-y, on attend. On attend. Je crois que ces œufs ont poché 3 minutes 30, quelque chose comme ça. Ça devrait être bien. C'est fini. En tout cas, ils sont jolis. Très jolis. Très bien. Et il nous reste à faire une petite sauce pour les napper. Alors là, j'ai fait blondir de l'échalote. Et là-dedans, je vais y mettre un petit peu de farine. Un tout petit peu, parce qu'on n'a que 2 œufs. Il ne faut pas beaucoup de sauce. Non, pas beaucoup. Et vous allez me prêter le champagne. Il en faut très peu aussi. Vous prenez pas celui dans lequel les œufs ont cuit quand même pour arroser. Attendez, si! C'est vrai, il faut économiser. Vous êtes économe, vous, Micheline. Bien sûr, c'est bien mieux. Et on lit cette petite sauce. Inutile de saler poivrer? Non, non, non. C'est-à-dire que le goût de l'échalote et le goût du champagne, à votre avis, ça suffit? Oui. Alors, on va napper. Regardez si c'est joli. Nos petits œufs pour les amoureux.
C'est quand même tout ce qu'il y a de plus simple. C'est simple, hein? Alors là, le plus nul ou la plus nulle des femmes va ravir son chéri. C'est simple. Où en est la gratinée? Très jolie. Une jolie couleur, l'odeur tout y est. Et maintenant, je vais remplir mes ramequins de soupe et vous allez voir. Oui, c'est chaud, hein? Attention de ne pas trop vous brûler. Oui, parce que c'est très très chaud. Ça va vous mettre en appétit, les petits amoureux, ça. Le gruyère par-dessus, abondamment, ça file. Ils vont s'amuser comme des petits fous à faire des petits fils. Voilà, et au four, dans un four brûlant. Oui, pour que ça gratine bien. Attention, c'est brûlant, brûlant. Ne vous brûlez pas, mes petits amoureux. C'est très chaud. Le temps que ça gratine, il ne reste plus qu'à faire le dessert. Notre poire. On va faire le sirop. Avec quoi? Avec le champagne, bien entendu. Là, je mets le champagne dans la casserole. Il faut que les poires soient recouvertes. Donc, il faut en mettre assez. Il faut en mettre assez. J'y mets le sucre. Ça fait de la mousse. Je fais à l'œil, moi, le sucre. N'allez pas peser les grammes et tout ça. On s'amuse pas à ce petit détail. Non, mais enfin, il en faut pas mal quand même. Alors là, je vais y mettre mes poires. Il faut qu'elles pochent complètement dans le liquide. Dans le liquide. Et elles vont y rester à peu près combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure, un bon quart d'heure. Ça dépend si la poire est tendre ou dure. Faudra la tâter un peu. Voilà le résultat. Alors ça nous permet de penser au chocolat. Il faut mettre du chocolat à cuire. Il faut lui mettre un peu de lait. Surtout pas d'eau, parce que si vous y mettez de l'eau, il durcit. Tandis qu'avec le lait, il reste bien liquide. Très bien. Alors il a fondu, il est pas mal là. Oui, il est pas mal. Il faut y ajouter un petit quelque chose, un peu de champagne, ce qui ne gâche rien du tout. Et qui, avec le chocolat, va donner un goût assez délicieux. Alors, soyons pas radins, on va bien en mettre. Voilà. Et ça finit le repas. C'est superbe. À nous le bonheur. Voilà mes petits enfants, pour monsieur et madame les amoureux. Regardez si vous allez vous régaler, mes petits chéris. Eh bien Maïté, ça c'est pas raté, hein. C'est pas beau tout ça? C'est merveilleux. La gratinée à l'oignon au champagne, les œufs pochés avec une sauce au champagne, les poires pochées au champagne et la coupe de champagne. Ce n'est pas compliqué, ça n'est pas cher. Maïté, quel est le menu du festin aujourd'hui? Merci Maïté, merci à vous. Aujourd'hui, nous allons faire du ragondin. Vous parlez du lièvre des marais? Oui, si on veut, on l'a baptisé aussi comme ça. Et oui, c'est plus appétissant d'ailleurs. C'est un animal nuisible, m'a-t-on dit. Oui, dans certains endroits. Mais en Vendée, par contre, on le mange. On le mange? C'est pas possible, si. Parce que c'est excellent. C'est excellent et c'est pas beau à voir, ça c'est vrai, mais c'est délicieux. Enfin, il a une jolie tête, je trouve quand même. Oui, enfin, il a la tête d'un castor. Il a les dents qui trancheraient un doigt, qui tranchent énormément. Ça, c'est terrible. C'est un bistouri, ça. Et puis, il a des petites palmes palmées, parce qu'il nage énormément, oui. Il nage beaucoup. Il vit dans l'eau. Et il a bien évidemment, voilà, ce qui gâche tout, la queue d'un rat. Alors, on va la cacher. On l'oublie, voilà. Et nous l'appellerons le lièvre des marais. Le lièvre d'eau, exactement. Mais vous savez, il fait des dégâts pour la bonne raison qu'un ragondin comme ça mange, à votre avis, combien? Ça mange 1 tonne de salade ou de carottes en une année. Voilà, 1 tonne de salade ou de carottes dans une année quand même. C'est dans une année, c'est fou. Ça mange énormément, ça fait un dégât terrible. C'est un herbivore, voilà. Voilà. Bon, donc les maraîchers voudraient s'en débarrasser le plus possible. Voilà, ils voudraient s'en débarrasser, mais pourtant c'est bon, pour la bonne raison que ça ne mange que des légumes, que des choses saines, bonnes et vraies. Voilà, le tout c'est d'apprendre à bien le cuisiner. Maïté, autrefois, il me semble qu'on faisait des manteaux de fourrure avec ça. Ma grand-mère avait un manteau de ragondin. Oui, enfin moi je n'en ai jamais eu. Il m'en faudrait beaucoup trop. Ça va. Alors là, on va faire crier les écologistes. Arrêtons-nous tout de suite. Et c'est un peu pour ça que maintenant, on les empoisonne. Oui, on les empoisonne. C'est dommage, mais ils sont délicieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va le prouver ce soir. On m'a dit qu'en Vendée, on faisait des pâtés de lièvre des marais et que c'était succulent et qu'ils se vendent très très bien. Très bien. Alors, vous allez nous montrer comment? Vous avez prévu une recette, 2 recettes, 3 recettes? Oui, aujourd'hui, on va faire le civet de ragondin ou de lièvre des marais et la terrine. La terrine de lièvre des marais. Eh bien, commençons par le civet. Que vous faut-il?
Du vin rouge, bien entendu, un bon Bordeaux parce que nous, on a la chance d'en avoir. On n'est pas obligé de prendre un premier cru. Non, 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 non. C'est comme l'Armagnac. Celui-là, il est excellent, mais on peut aussi prendre un Armagnac qui n'est pas cher. Pour la cuisine, c'est bien suffisant. Voilà. Mais celui-là, il est très, très bon. Vous pouvez goûter. Vous voyez. Après, il faut de l'oignon, il nous faut de la ventrèche. La bonne ventrèche. Des carottes, des rescapés, oui. Des rescapés des dents du ragondin. C'est elles qui vont le manger. Et ça va bien t'améliorer ton civet, mon cher. Parce que vous nous avez dit 1 tonne par ragondin. 1 tonne, hein? Oui, c'est fou. Et par an, hein? C'est de la folie, ça détruit tout. Mais miracle, ces carottes sont sauvées. Yes. Ensuite, il faut de l'oignon, il faut des champignons, il faut du laurier, il faut des clous de girofle, il faut du persil, du thym et bien évidemment, un ragondin. Et qu'est-ce que vous lui faites maintenant? Eh bien, on va le peler et on va le couper. C'est difficile? Pas du tout. Mais encore, montrez-nous, oui. Allez, on lui coupe la tête. Aïe! C'est pas facile quand même. Mais si, oh, c'est tendre, voilà. On lui coupe la tête, on lui met bien évidemment toute sa tête à la poubelle. On lui pend les pattes. C'est comme pour un lièvre, c'est pareil, tout est pareil, pareil. La peau est juste un peu plus coriace. Et puis après, c'est pas de palmer, tchac! À la poubelle. Et la queue, voilà. Ensuite, c'est la peau que vous allez faire là, comme le lapin. Il faut un couteau qui coupe très très bien, très bien. Et ensuite, c'est comme un gant, que c'est facile. Regardez, ça s'en va tout seul. Maïté, vous l'avez vidé, découpé. Il faudra maintenant le faire mariner au moins 24 heures. Oui, pour que ça ait bon goût. Et alors là, ça grésille. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à côté? Alors, ici, j'ai nettoyé quelques petits champignons, des petits oignons frais que j'ai coupés en 2, des petits lardons, et je vais faire dorer tout ça ensemble. Les petits lardons, c'est ce que vous appelez d'habitude la ventrèche. La ventrèche, oui, c'est du lard, de la poitrine, coupé en petits morceaux. Coupé en petits morceaux, coupé en petits morceaux. Qu'est-ce qu'il y a dans la poêle? De la graisse? De la graisse? De la graisse. De la graisse de canard de chez vous? Oui, de la graisse de canard des Landes, c'est toujours pareil, c'est les Landes. On fait dorer tout dans les Landes, vous savez, et puis après on va mélanger le tout et mettre tout ça dans notre cocotte. Mais vous ne flambez pas, vous ne le flambez pas, mais si, calmez-vous, j'y viens tout de suite. Oh, vous me surpreniez, vous, alors. Alors, voilà, je fais revenir mes lardons, mes oignons, mes champignons et je vais les mettre dans ma cocotte, à blanc. Après ma viande, évidemment. La voilà. Elle a pris une belle couleur. Oh, qu'elle est belle, elle est bien, elle est belle, belle et bien. On va mettre tout ça dedans et maintenant, je vais la faire flamber. Ah oui, l'Armagnac, il flambe immédiatement. Quelquefois, on dit qu'on en met trop, mais là, vous avez mis juste un dé à coudre. Seulement, il était très chaud et il était très grand, votre dé à coudre. Oui, il était très bon. Alors, ça me fait une belle flamme, bien sûr. Et je flambe tout, moi, je suis comme ça. Je mets maintenant le jus de marinade, voilà, et on va le laisser cuire 1 bonne heure et demie. À petit feu couvert? À petit feu couvert. Alors, pendant ce temps-là, on va peut-être pouvoir s'occuper de la terrine. Exactement. On va la commencer tout de suite. Vous avez découpé des filets dans la viande du ragondin? Oui, j'ai coupé de petits morceaux, le plus mince possible. Alors, je mets tout ceci dans la poêle bien chaude. On y avait mis un peu de graisse de canard avant, mais juste un tout petit peu. Hein. Après, je vais saler, je vais poivrer, et on va continuer notre farce pendant que ça va dorer un tout petit peu, cuire un tout petit peu. Voilà, on peut y voir du veau, du porc, de l'oignon, de l'échalote et de l'ail. Qu'est-ce que vous rajoutez là? Un peu de ventrèche, encore, voilà. Ce qui reste du porc, très bien. Alors là, j'ai tapissé le fond de ma terrine avec du lard pour que ça fasse bien joli. Vous allez voir, des lanières de bardes de porc. Et puis je vais casser des œufs. Vous n'aviez pas ajouté un peu d'armagnac avant après les œufs? Si, calmez-vous. C'est important, calmez-vous. Je vais touiller un tout petit peu avec les mains, c'est plus pratique. Et maintenant, je vais rajouter l'armagnac, toujours lui. Il ne va rien gâcher. Alors, on me dit toujours que j'en mets un peu trop d'armagnac, je mets trop d'armagnac, mais nous l'avons, nous, l'armagnac. Et j'aimerais bien que vous alliez me tourner la viande, s'il vous plaît. Mais avec plaisir. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire de votre farce? Eh bien, écoutez, je vais me la tapisser au fond de la terrine. Parfaitement. Et après, je vais y mettre ma viande dessus. La voilà. C'est-il pas beau, ce petit lit? Alors voilà notre ragondin qu'on va dresser dessus. Tenez, regardez, ça va être si mignon. On en mangerait.
Alors j'en entends parmi vous qui gloussent et qui nous regardent aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont des ennuis avec les ragondins. Alors je n'ai qu'un conseil, essayez de les cuisiner. Ne gaspillez plus, ce serait un péché. Quant à nous, Maïté, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, Maïté, devant nous, c'est un de ces balais. Ce sont des escargots, non? Oui, des escargots de Bordeaux. Ah, de Bordeaux, j'adore. Le petit gris de Bordeaux. Alors, il ne faut pas confondre avec l'escargot de Bourgogne. Pas du tout. Beaucoup plus gros et qu'on ne traite pas de la même manière. Vous préférez ça, naturellement. Ils ont plus de saveur. Alors là, ils ont l'air de s'embrasser, ils se montent dessus, enfin, c'est effrayant. Et oui, parce qu'ils ont de la salade, ils ont de l'eau, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, vous les aviez déjà traités, il me semble, il y a bien longtemps d'ailleurs, à la Gasconne. C'était avec un bon hachis de jambon. Et aujourd'hui, vous allez faire comment? On va faire une fricassée d'escargot à la purée d'ortie. Des orties? Oui. Moi, j'avais entendu dire autrefois, là, dans les campagnes, qu'on soignait les rhumatismes en se frottant avec des orties, mais j'ai jamais entendu dire qu'on les mangeait. Eh bien, écoutez, moi non plus. Vous non plus? Non, moi non plus. J'ai essayé, j'ai goûté, et je vous assure, c'est délicieux. C'est meilleur que l'oseille ou que l'épinard, par exemple. C'est doux, c'est délicieux. Il faut goûter, vous allez voir. C'est compliqué de ne pas se brûler pour les préparer. Ah oui, il faut des gants. J'imagine qu'il ne faudra pas que des orties, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faudra d'autre? Bien sûr que non, alors. Il nous faut d'abord du vinaigre d'estragon. Oui, si on a la chance d'en avoir. Il nous faut de l'armagnac, il nous faut des orties, bien entendu. Il nous faut des coques, du poivron, des champignons. On peut choisir les champignons qu'on veut. Oui, là, on a des girolles. On aurait pu mettre aussi bien des cèpes ou des pleurotes. Exactement, ce qu'on veut. Il nous faut des tomates, du persil, il nous faut de l'échalote, du citron et des escargots. Notre corps de ballet. C'est dommage de les distraire, ils ont l'air si heureux. Mais enfin, il faudra bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va les nettoyer, on va les tuer. Eh bien oui, on m'a dit que les nettoyer, c'était pas rien. On va les laver? Exactement. Qu'est-ce qu'il faut? Du sel, du gros sel, beaucoup, pas mal. Et ensuite, après, du vinaigre, pareil. Un bon demi-litre, pas mal. Et on va mettre les escargots. Alors, mes petits chéris, on y va. Ah, il y avait déjà des candidats au suicide. Ils étaient sur le bord de la bassine. On va mettre les escargots, on va pas les mettre tous, on va en laisser quelques-uns. Mais Maïté, moi, ma grand-mère, autrefois, elle me disait pour faire des escargots, il faut au moins 3 jours pour les nettoyer parce que ça bave. Changer l'eau, rechanger l'eau. Eh bien, on va mettre des orties, on s'en sert pour tout. Et la bave va rester au milieu des orties. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'avec les orties, de l'eau, du sel, du vinaigre, il suffit de les laver une fois? Exactement. Alors qu'autrefois, ils bavaient pendant 3 jours. Et on n'aura plus qu'à les rincer. Après, vous allez voir ça, il ne faut pas les rincer 50 fois. Ça, c'est un truc traditionnel des campagnes. Montrez-nous ces orties. On peut voir si ça commence à coller dessus. Ah oui, c'est gluant. Et en quelques minutes, c'est fait? Exactement. Et maintenant, on va rincer. C'est bon. Ensuite, on va les mettre à cuire. Vous m'avez dit, je crois qu'il faut que nous préparions un courbouillon. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut une cocotte avec de l'eau, bien entendu. Dans cette eau, on va mettre le sel, du gros sel. On va y mettre du poivre. Ne regrettez pas. Voilà. C'est ce que j'allais dire, une bonne cuillère à soupe, généreux. On va y mettre, quand on a la chance d'avoir un bon os de jambon, on le met, ça ne gâche rien du tout. On y met le poireau, voilà, on y met une carotte, on y met l'oignon piqué d'un clou de girofle. Oui, enfin, on va en mettre un peu plus. Comme ça, voilà, on met de l'ail, on met un piment fort, oui. Ça va être bien relevé, ce bouillon. On met de l'échalote, on met une tranche de jambon, du thym. Vous allez me demander du laurier? Oui. Un petit brin de céleri, tout petit, tout petit?
très peu. Un peu de persil et pour finir, les escargots. Attendez. Mais vous mettez pas un peu de Porto? Oh, pardon, merci Micheline. J'avais remarqué parce que ça n'est pas habituel. Ah, ça, c'est sûr, ça l'arrange énormément. Je me doute que ça va faire un bon bouillon, ça. Et là-dedans, les escargots, que je vais prendre comme ceci. Hop! Et il faudra longtemps pour les cuire. Au minimum 2 heures de temps. Ouh là là, oui, c'est long. Il faut bien ça. Bon. Eh bien, pendant ce temps, je crois que vous m'aviez dit qu'il faudrait s'occuper des orties. Des orties tout de suite. Cette purée, comment la fait-on? C'est très facile, on prend l'ortie. Ah non, ce serait terrible. On prend que la cime de l'ortie. C'est un jeu de patience. Une petite pousse bien fraîche qui est tout au bout, là. Tout au bout. Je pince, je prends et là... J'ai mis une casserole d'eau à bouillir. Voilà, continuez pendant que je fais ça. Je mets du sel dans la casserole. Je prends mes pointes d'ortie comme ceci. Dire que je ne croyais pas, moi, à ça. Je vous assure que c'est bon. Il faudrait juste que vous me disiez, c'est des orties de votre jardin ou c'est des orties tout à fait sauvages? Ça pousse partout. Vous les trouvez au bord de la route, au bord des champs, partout, partout, partout. N'importe lesquels. Mais il n'y en a pas tout le temps. C'est des trucs de printemps, ça. Alors, on va les sortir. C'est si simple et c'est si bon. On n'y pense pas parce que ça brûle bien les orties. Alors on a l'impression qu'en les avalant, ça va brûler à l'intérieur et qu'il va y avoir des dégâts. C'est ça qui fait un drôle d'effet. Mais maintenant, ils sont bien égouttés. Je vais me les mettre sur la planche, voilà, comme ça, je vais les hacher comme une persillade parce que si on les passait à la moulinette, ça ferait une bouillie et ce serait pas bon. On va s'occuper des échalotes maintenant. On va les faire fondre dans du vin blanc, dans un vin blanc doux. Elles sont réduites à sec, c'est-à-dire que le vin est complètement évaporé. Et quoi maintenant? On va mettre de la crème fraîche, une cuillerée, ça suffit, le beurre, je vous le donne un petit peu, une petite noix. Et ensuite, je suis sûre que vous allez demander les orties. Les orties, on va mélanger le tout. Mais la recette n'est pas finie encore. Maintenant, on va mettre au chaud, à l'entrée du four, très doux, oui. Attendez juste un petit peu de poivre et voilà, ça va tenir chaud. Et je le mets au four. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va s'occuper des girolles et des coques. On s'en occupe comment? On les prend, on les met dans la poêle bien chaude et ça s'ouvre tout naturellement. Et elles s'ouvrent dans leur eau. Alors on va rajouter nos girolles, on va les mettre là, on va y mettre les tomates, la moitié des tomates, regardez comme c'est joli. Persil, oui, quelques feuilles de persil, grossièrement coupées. Et ensuite, va falloir mouiller quand même qu'avec quelque chose. On va y mettre un petit peu d'armagnac. Là, on fait un tout petit peu flambé, ça flambe tout seul, ce sera pas plus mauvais. Et c'est tout, il y a encore quelque chose? Non, on va y mettre le vin blanc. Et puis c'est tout, et on laisse réduire. Et puisqu'il faut que ça réduise un certain temps, on pourrait peut-être regarder ce qui se passe avec les escargots, qui ont cuit 2 heures. Ils se défont facilement de la coquille. Ils se défont bien s'ils sont cuits à point. Avec quoi est-ce que vous les défaites? Avec un cure-dent. Et maintenant, on va les rajouter à notre cocotte, dans notre ragoût. On va mettre tout ça là-dedans. Voilà, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à ajouter la purée d'ortie, oui, et on va mettre nos escargots aussi dans le plat. C'est la fricassée d'escargots, comme on dit, des escargots gascons, des petits escargots gascons, avec nos coques, avec un peu de tomate, avec du vin blanc, avec plein de bonnes choses. Et voici la purée d'ortie et on mélange. Et on va mettre un petit peu de tomate. Ça, c'est pour faire joli. Et c'est encore plus appétissant. Voilà, le plat est terminé. Pour ceux qui aiment les escargots, parce que tout le monde ne les aime pas, moi j'ai goûté et je peux vous dire que c'est très, très bon. Parce que le piment, le vin, toutes les choses qu'il y a dedans, je ne sais pas si c'est encore meilleur que les escargots qu'on avait fait à la Gasconne avec un hachis. Mais c'est très fin. Et pour aujourd'hui, bon courage pour en faire autant. Bonsoir.
on est censé prendre la parole après 4 Maïté et Micheline. Ouais. On a faim, on a été nourris par ces mots. Et la première question quand même, Gala, c'est d'où vient cette idée prodigieuse de retranscrire ces émissions et d'en faire ce livre donc, qui s'appelle « Ça ne gâche rien ». Première question. Moi, j'ai commencé à transcrire des vidéos d'archives sur le site de l'INA il y a quelques années. La première fois, c'était un documentaire sur l'entourage de Marcel Proust. En le découvrant, j'ai eu besoin de le voir écrit parce que je voulais comprendre comment les phrases étaient construites, etc., etc. Et j'ai commencé à prendre l'habitude de transcrire tout et n'importe quoi, donc des micro-trottoirs, des émissions de Bernard Pivot en entier, et de me servir de cette matière première pour écrire autre chose. Et de lien en lien, je suis tombée sur Micheline et Maïté, qui est une émission que je ne regardais pas, évidemment, quand j'étais petite. Et j'ai eu envie de voir ce que ça donnait de lire des mots qui n'avaient absolument pas vocation à être lus, et voir ce que je pouvais en faire. Donc, je me suis posé la question, est-ce que si j'en fais un beau gris typographique avec un titre, une couverture et un code barre, ça devient un livre, est-ce que ça devient de la littérature? Donc, je n'ai pas la réponse. Mais c'est comme les biscottes. Je viens quelque part. Sur les paquets de biscottes, il y a toujours la typo, une gerbe de blé et une biscotte qui est tartinée avec du fromage frais et des rondelles de kiwi, souvent. Ça a l'air de faire consensus chez les concepteurs de paquets de biscottes. Et sur le côté, il y a toujours la mention, je ne sais pas si c'est une mention légale, où il y a écrit « suggestion de présentation ». Et moi, je suggère d'en faire un livre, mais j'aurais aussi pu en faire autre chose, hein, je sais pas, un film ou une pièce ou des t-shirts, ou j'aurais pu aussi mettre des rondelles de kiwi dessus. C'est devenu ça. Et voilà. Et alors concrètement, combien d'émissions de la cuisine des mousquetaires tu as regardé? Combien de temps ça met de retranscrire comme ça des voix qui parfois s'entrechoquent, qui doivent aussi parfois qu'il faut décrypter, et ensuite qu'est-ce que tu fais de cette longue transcription? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le livre, ou est-ce que c'est redécoupé, manipulé, passé à la moulinette, ou comment ça marche? Moi, je transcris, c'est long, ça dure 12 minutes, un épisode. Ça met à peu près 1 heure à faire une première transcription qui est assez moche. Je fais ça sur TextEdit, qui est vraiment le logiciel de traitement de texte de Macintosh. Ensuite, je passe sur Word. J'ai besoin de décontextualiser de toute façon à chaque fois, donc il faut que je m'éloigne du truc original. J'essaye de restituer au plus proche la musique de ce que j'ai entendu à la télé, donc avec la ponctuation et la mise en page. Et une fois que j'ai ça, j'essaye de m'éloigner de ce que j'ai entendu et de me le réapproprier. Mais je n'ajoute rien, c'est vraiment que un peu de coupe. Là, c'est pratiquement les émissions en entier. Là, j'ai fait quelques coupes pour les lectures parce que c'était un peu trop long sinon. Mais voilà. Et ensuite, je mets dans InDesign parce que j'aime bien écrire sur mon logiciel de mise en page directement. Ça veut dire que le texte est comme une partition que tu retranscris et qui ensuite est détaché de la voix, ou est-ce que tu réécoutes les voix pour justement, par exemple, pour la ponctuation, pour les enchaînements, ou est-ce que c'est... Je le réécoute beaucoup de fois jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et après, j'essaye de m'en éloigner. Et voilà. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais voilà. Et il y a d'autres interventions, puisque ces textes ont des titres. Ouais. Et ce livre même a un titre qui, en effet, une fois qu'on l'a entendu, devient presque hypnotique, qui obsède, qui traverse le texte. Comment est-ce que ensuite tu as travaillé pour le livre en entier, parce qu'il y a à la fois donc ces titres et ces images. Donc peut-être tu pourrais dire quelques mots, puisqu'il y en a encore quelques-unes qui tournent et qui sont des
donc des gros plans de capture des émissions de télé. Et beaucoup de questions là. Ouais. Mais je laisse le temps d'y répondre. Les images, ouais. Elles sont jolies. Voilà, je trouvais ça sympa d'avoir un... Merci. T'as remarqué que j'avais la bouche sèche. Non, mais comme on n'a pas d'Armagnac. En fait, j'ai demandé à Victor s'il avait... Victor, c'est lui. Le track. Et j'ai dit que moi, je ne savais pas si j'avais le track. Et maintenant, je sais. Donc, j'ai le track. Les titres, je vais les piocher dans les textes. C'est des parties de phrases, quoi. La façon dont j'interviens aussi avec la ponctuation, une fois que j'ai restitué au plus proche de ce que j'avais entendu. Je peux faire de 2 phrases une phrase, ou de une phrase 3 phrases, et on ne sait plus qui dit quoi. Ça devient une sorte de monologue, en fait. Comme le dit très bien ma chère et tendre Marie-Aline dans la préface, ça devient une sorte d'hydra de tête, comme un monologue intérieur, quoi. Et les titres, j'ai répondu à ta question. Les images, j'ai répondu à ta question aussi. Pas complètement pour les images, parce qu'il y a, donc c'est beau, mais il y a aussi, c'est comme une sorte de sélection. Il y a un effet de gros plan qui n'est pas non plus complètement un hasard. On voit jamais les visages Ouais. Enfin, on voit parfois un morceau du visage. Donc elles sont très présentes par leurs mains, par la matière de ce qu'elles cuisinent, mais elles sont un peu absentes. Enfin, elles sont coupées Ouais, moi je les aime bien, hein. Je voulais pas les virer de leur... j'espère, elles sont extrêmement aimables. Mais je sais pas, ça marche mieux comme ça. Je voulais, comme j'ai besoin d'en faire autre chose de ce texte-là, j'ai besoin aussi de pas... Enfin, c'est comme des natures mortes, en fait. On dirait presque des... Bon, pas celui-là, mais parfois on dirait presque des Rembrandt, quoi. Avec les raisins, etc. Et ça accompagne, en fait, sans... Je sais pas, ça donne autre chose, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu te dirais? Alors là, on a dans l'oreille encore ces voix-là de Maïté et Micheline. Qu'est-ce que tu dirais de cette... de leur langue une fois qu'elle est écrite, moi ce qui me frappe c'est évidemment leur drôlerie qui je pense était déjà visible quand on regardait les émissions, mais là il y a une autre forme de drôlerie, et il y a aussi une forme de poésie ou de je sais pas, d'espièglerie. Qu'est-ce qui t'a... Moi c'est clairement pas par les recettes que je suis arrivée à Micheline et Maïté, parce que c'est très 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 traditionnel, ça me met pas vraiment en appétit. C'est vraiment des mousquetaires. On a l'impression qu'elles auraient pu être faites autour des mousquetaires. À le Ragondin. Ouais. Moi, c'est vraiment la façon dont elles décrivent leurs faits et gestes, où c'est très imagé. En fait, il n'y a même pas besoin de voir la recette pour y trouver un intérêt. Et c'est la façon... C'est pas un rapport de force qu'il y a entre les deux, mais il y a quelque chose qui se dessine comme ça. C'est Micheline qui parle beaucoup moins que Maïté, mais c'est elle qui pense l'émission. Et elle joue la sotte un peu pour faire parler Maïté, parce qu'elle a compris que c'était ça qui était plaisant. Et leur façon de... Je sais pas, il paraît qu'elles ne s'aimaient pas, mais moi je ne trouve pas que ça se sente. Faut pas briser le mythe là de non, mais tout le monde, complicité. c'est une rumeur qui est... non. Très répandu en ville, en tout cas. Voilà, je ne sais plus ce que c'était ta question. J'ai le trac, je l'ai déjà dit, je le répète. Combien de... Là, il y en a 12 qui forment un ensemble, et on pourra reparler peut-être de leur... tu peux peut-être nous dire comment tu as choisi ces 12. Est-ce que tu en as transcrit des dizaines d'autres, ou est-ce que tout de suite, c'était des évidences? Alors là, on a entendu 4 qui sont... des évidents chefs-d'œuvre, mais est-ce que ça a été difficile de choisir parmi les émissions? Ça n'a pas été difficile, en fait, et j'en ai transcrit, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, et à la lecture, en fait, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Parfois, par exemple, il y a un épisode qui est très connu où elles assomment une anguille, et il n'y a pas de texte. Et comme je ne veux pas rajouter de didascalie, je ne dis pas, là, elles assomment une anguille.
j'ai rien à écrire, du coup ça fonctionnait pas. Voilà, en fait, c'est comme ça que c'est choisi, quoi. Je l'ai choisi parce que elle fonctionne, c'est tout. Pour moi, en relisant cet après-midi certains textes et en regardant l'ensemble, en fait, ce qui est très réjouissant avec ça, c'est que c'est que des histoires qui finissent bien. Ouais. Enfin, ça dépend pour qui. Ouais, mais avec des sortes de pointes finales qui sont des sortes. Ouais, il y a vraiment des contes qui s'accomplissent. Et peut-être lire juste le dernier, enfin la toute fin du livre. La dinde est cuite et bien dorée, Maïté. Et les cailles, alors, elles sont trop jolies avec leur bec en l'air comme ça. C'est très joli, ouais. Eh bien voilà les crépinettes, la dinde farcie, les cailles, c'est un vrai repas de Noël pour vous, Maïté. C'est un début de repas de Noël, c'est un début. La suite, on pourrait l'imaginer plus tard. Pour aujourd'hui, bon courage pour en faire autant. Je l'ai fait dire à Barbara. J'ai un peu changé là pour les lectures, quoi. Est-ce que... je sais pas ce que je voulais dire en fait. Ah bah voilà, tu vois. Non, peut-être parler des autres transcriptions. Tu disais que tu as retranscrit des émissions sur Proust, des émissions de Pivot, des micro-trottoirs. Est-ce que d'autres... voilà, qu'est-ce que ça a donné ou qu'est-ce que ça donnera? Est-ce que c'est un travail que tu poursuis, qui continue à t'occuper? Ouais. Ça a donné des textes qui sont pour l'instant pas publiés, mais j'en ferai sûrement quelque chose. Mais je ne m'interdis pas de les retravailler encore un petit peu. Donc, le documentaire sur l'entourage de Marcel Proust, je l'ai transcrit, c'est très très long. C'est la première fois que je transcrivais quelque chose. Le film en lui-même dure 1 heure. Et c'est des intervenants comme Mauriac, Morand, Cocteau, qui parlent, donc ont énormément de vocabulaire très très riche et qui ont déjà en moyenne 75 ans en 1962. Et ça, je l'ai transcrit en entier et puis je l'ai repassé au présent pour voir si ça donnait quelque chose, s'il parlait de Proust qui serait encore vivant, parce qu'en 62, il est mort depuis 40 ans. Et ensuite, j'ai enlevé toutes les références à Proust pour voir ce que ça donne si le personnage principal n'existe pas. Et ça fait une sorte de portrait en creux de quelqu'un d'extrêmement intriguant et séduisant, puisqu'il parle de lui dans des termes qui sont extrêmement élogieux. J'ai aussi transcrit des centaines d'émissions sur la condition féminine depuis les années 50 jusqu'aux années 90. Tout ça sur le site de l'INA. Et ça, j'en ai fait un monologue, en fait, donc avec des centaines de voix différentes. Mais pareil, j'ajoute pratiquement rien, juste 2-3 petits mots, parce que sinon, c'est pas français, mais je n'ajoute jamais rien. C'est qu'une sorte de réécriture par la soustraction. Et depuis quelque temps, j'ai commencé à transcrire ou reproduire des conversations auxquelles j'ai pu prendre part ou auxquelles j'ai pu assister, souvent au restaurant, à la table d'à côté. Que tu enregistres Alors, ça dépend. Je n'enregistre pas toujours, ça dépend si je suis assez concentrée ou pas. Mais ça m'est arrivé d'enregistrer au restaurant. Et ensuite, je l'ai réécrit et j'essaye de choper. Alors ça, c'est du coup aujourd'hui, quoi. C'est plus des archives. Un peu une sorte de ton de l'époque. Alors j'ai de tout. J'ai des mecs qui se battent dans la rue. J'ai une page de pub. Alors pour le coup, c'est vraiment de la transcription. Une page de pub entière prise sur la chaîne Gulli. Une pub pourquoi? Une pub pourquoi? Une page de pub entière, je veux dire. Toute la série de Barbie, les Pokémon Dresseur Quiz de Bandai, 36-30 Allo Père Noël, enfin ce genre de trucs. Alors, la chaîne Gulli, c'est pour les enfants. Et c'est assez marrant à lire, en fait. Et alors, pour le coup, c'est pas des mots qui n'ont jamais eu vocation à être lus, puisqu'ils ont été écrits par quelqu'un. Et en fait, de les retrouver écrits, parce qu'on se dit quelqu'un a écrit cette pub et a demandé à un acteur de dire cette phrase. C'est assez marrant. Je suis assez stupéfaite parce que ça fait quand même 2 lignes. Il faut que ce soit très très court, une publicité, parce que ça coûte cher. Voilà, j'ai transcrit aussi des conversations que j'ai pu avoir avec David.
Enfin, tout et n'importe quoi. Et pour l'instant, j'alimente ce truc-là, j'en fais encore rien de précis. Est-ce que du coup, donc, cette grande matière de transcription, c'est comme quelque chose qui cherche sa forme, et à un moment, là, il y a eu l'évidence pour la cuisine des mousquetaires qui avait la forme d'un livre, et pour les autres, c'est des textes en attente d'une forme. Pour l'instant, c'est une matière première, quoi. Et là, c'était une évidence. J'ai rencontré une éditrice, quoi, qui est Sabine Buquet des éditions de l'Épure, qui n'est pas là ce soir, malheureusement. Donc, c'est devenu un livre, mais pareil, c'est une suggestion de présentation. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec les autres. Ce sera peut-être du théâtre, je ne sais pas. Ça donne très envie, ça donne très faim. Et voilà, on peut s'arrêter sur ces promesses de recettes. Merci beaucoup, Gala. Et bravo encore à tous les lecteurs. Ouais.